Bon, ben on est reparti pour un Coffee with Mary. Alors, coffee with a stolen coffee. Because j'ai plus de café, du coup je suis allée en voler à mes parents. Bon, voilà, alors, d'abord, avant de commencer, les enfants, vous allez dire que les adultes mentent toujours. Je vous jure, prochaine vidéo, je vous le promets, je vous le signe là, prochaine vidéo, c'est une FAQ d'élèves. En plus, j'avoue, j'ai un tout petit peu parcouru quelques questions que j'avais trouvées dans la boîte à questions, il y en a des vachement bien. Donc, promis, mais promis, juré, craché, la prochaine vidéo, c'est une FAQ d'élèves. Mais là, j'avais envie de faire un coffee with Mary. Voilà, donc j'ai mon café, une fois n'est pas coutume, ma tasse n'est pas dégueulasse puisque je l'ai lavée. Tout arrive, on progresse dans la vie. Et donc, voilà, j'avais envie de poser un peu le cerveau et de faire une vidéo pas très ambitieuse. Comment ça va? Bah déjà, comment ça va vous? Ah, je me suis fait mal. La vieillesse. Comment ça va vous? Est-ce que vos vacances éventuelles, parce que je sais bien que tout le monde n'est pas en vacances, se passent bien? Dites-moi tout dans les commentaires, dites-moi comment ça va. Bon, moi je tourne en intérieur. Alors ça a pas l'air comme ça, mais je vais pas faire un point météo à chaque vidéo, mais enfin à nouveau dans le Mordor, c'est pas GG, hein, c'est pas GG. Il est 9h19. Alors pourquoi est-il seulement 9h19? Qu'est-ce que j'ai foutu? Est-ce que j'ai entrepris de grands travaux de rénovation chez moi? Est-ce que j'ai fait des choses vachement intéressantes? Ben pas du tout. J'ai juste passé une nuit pérave. Donc bon. Alors, j'ai passé une nuit pérave. Merci les menstrues. Hein, clairement, j'ai compris tout au réveil. Hein. Peut-être un premier pas vers la ménopause et la délivrance. Vivement. Oui, alors je vous vois dans les commentaires qui allaient dire bah, c'est dégueulasse, elle parle des menstrues. Eh oh, eh. Je vais pas vous sortir ce lieu commun que c'est la nature. Mais vraiment, vivement que ça s'arrête. Bon, bref. Donc j'ai pas dormi de la nuit, donc ça ne m'a pas fait me lever spécialement plus tard. Mais par contre j'ai traîné. J'ai traîné. Et c'est comme ça que j'arrive à un point où je n'envisage pas autre chose qu'un Coffee with Mary, où je vais vous blablater ma life. Je sais que certains aiment beaucoup ce format. Bah écoutez, allons-y. Et au passage, je vais répondre à vos questions, puisque je vous avais dit, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc je vais y répondre à la volée, comme ça, entre deux informations subsidiaires sur ma petite personne. Vraiment, mais je me dis que c'est d'une mégalomanie de faire ce genre de vidéo. Et en même temps, quand il y en a qui me disent, comme Karen par exemple, que finalement c'est le format de vidéo qu'ils préfèrent. Parce qu'ils ont l'impression, mais je comprends, parce qu'ils ont l'impression de parler avec une pote. Mais trop bien, mais trop génial, on est quand même un sacré paquet de potes. Alors j'en profite quand même aussi pour faire une parenthèse que j'avais pas du tout prévue. Quand on a fait notre swap avec Jérôme, il y en a pas mal d'entre vous qui sont allés sur la chaîne de Jérôme, qui je pense lui ont laissé des petits messages, etc. Et il m'a dit, les gens de ta communauté, bon encore une fois, bon, vous avez compris, enfin les personnes abonnées à ta chaîne, c'est vraiment des amours trop bien. Et je suis assez d'accord avec lui. Donc c'est l'occasion de vous le redire, parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le dis pas assez. Franchement, il y a que des gens méga adorables et c'est trop chouette, quoi. Donc déjà merci d'être allé voir Jérôme. Et puis vous le regretterez pas. Et merci d'être aussi adorable que vous l'êtes. Voilà. Voilà, ça y est, le quart d'heure bisounours a commencé, c'est une catastrophe, ça va dégouliner de sucre. Un enfer. Bref. Alors, j'ai pris en capture d'écran pas mal de vos questions. Je pense ne pas en avoir oublié, mais c'est sûr que dans l'histoire, je vais en avoir oublié, parce qu'il y a des fois, j'ai pas eu le réflexe tout de suite de prendre une capture d'écran. Bon, bref. Je vais essayer de me souvenir aussi de choses. Alors, qu'est-ce que je fais en ce moment? Alors, tout à l'heure, il va falloir que j'aille acheter du café, parce que sinon ma vie va être un enfer, et parce que sans café, je ne suis que peu de choses. C'est pas bien, hein, je sais, il faudrait boire juste de l'eau. Mais ça m'embête. Pour pas dire autre chose. Donc, je vais faire ça. Purée, il y a toujours autant de passages dans ma rue, c'est vrai que... Ah, mais attendez, mais idée de génie, juste le temps de la vidéo, je vais fermer la fenêtre. Ouais, non. Non, mais ça mouline, hein. Je vais fermer la fenêtre, parce que franchement... ça limitera un petit peu. N'entendez rien de ce que je raconte.
Ah ouais, mais attendez, j'ai fermé ma fenêtre, mais j'ai pas fermé la porte d'entrée. Bon, attendez. Bah, ça va peut-être être un petit peu mieux. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je pensais à ça tout à l'heure. Bon, j'ai 2 missions qui m'attendent prioritaires. Enfin, 2, 3 missions. Mais enfin, là, il y en a 2 qui me prennent la tête cette semaine. Première mission. Procéder enfin aux réinscriptions de mes enfants aux ateliers sportifs, machin. Ils font du handball, mes gremlins. Enfin, mes 2 petits gremlins font du handball. Donc, il va falloir que je les réinscrive. Et franchement, la procrastination m'a saisie. Et je repousse. Alors que vraiment, c'est moi qui, dimanche... Ah bah c'était que hier. Ça va. C'est moi qui, hier, ai clairement sollicité un renouvellement de licence par mail, tout bien, dans l'enthousiasme, vous voyez. Et puis là, je me retrouve à devoir faire la paperasse. Et vraiment, ça me gonfle. Mais je vais le faire. Donc ça fait partie de mes missions. Et une autre mission qui me casse les pieds, c'est faire le turnover des fringues. Alors, pour tous ceux qui ont enfanté des gremlins, eux aussi... Vous savez que régulièrement, eh bien, il faut retirer ce qui est trop petit. Bon, alors, quand on n'a qu'un enfant, on retire ce qui est trop petit, on le donne, tout ce qu'on veut, on le conserve précieusement, je sais pas ce que chacun fait. Et quand on a 3 gremlins, on prend ce qui est trop petit, on le met dans des boîtes, on étiquette évidemment parce que sinon ça va être compliqué, et on essaye de faire la bascule des fringues, vous voyez, du plus grand au plus petit, etc. Ça me saoule. Alors moi, j'ai stock des fringues, ça fait maintenant 14 ans, un peu plus de 14 ans que je stocke des fringues, merci mon aîné. Mais à chaque fois, il faut que je monte au grenier, donc 3 étages au-dessus, que je sorte les boîtes, j'ai éventuellement pas bien rangé les trucs, donc du coup, il faut que je revérifie, parce que d'une marque à l'autre, évidemment, ça ne taille pas pareil, ça me saoule. Et en même temps, c'est maintenant qu'il faut que je fasse ça. Alors je tiens à remercier au passage Madame Gillot, professeure de français de mon établissement, qui me fournit en fringues pour le dernier Gremlins, Simon, parce que Gremlins numéro 2, hashtag Gabin, son surnom c'est Destructor 3000. Et donc vraiment je ne peux récupérer que peu de choses de cet enfant qui fait vivre ses fringues. Alors lui hérite de toutes les fringues de mon aîné, ça y a pas de problème, mais alors il les détruit littéralement, donc... Il y a toute une valse à faire. Et heureusement que Madame Gillot est là pour me fournir les fringues de son fils aîné. Purée, ça me sauve la mise, hein. Parce que c'est un budget. Au-delà du temps, c'est un budget. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, vraiment. Alors, je sais, j'ai des amis parents qui me disent qu'ils adorent faire ça. Que ça est vraiment une source de satisfaction pour eux de faire le tri des fringues et tout. Mais moi, vraiment, mais... Bon bref, donc il va falloir que je me coltine ça un moment dans la semaine. Ça va, il me reste encore une semaine avant que les petits ne rentrent. Bon après, il faudra préparer les bagages pour les vacances et tout. Enfin, les joyeusetés de la parentalité, vous-même vous savez. Sinon quoi, avant d'entamer les questions que vous m'avez posées, j'ai redécouvert le plaisir de la lecture. J'ai jamais été une grande lectrice, entendons-nous. Vraiment, c'est pas ce qui me caractérise. J'ai beau avoir eu 20 au bac de français, vraiment, mais moi, la lecture... Enfin, je lisais parce qu'on me disait de lire les livres imposés, vous voyez, mais vraiment, j'étais pas... Bon. Il y a qu'un bouquin, alors c'est cliché, hein, il y a qu'un auteur qui m'avait, entre autres, l'un des premiers auteurs que j'ai découvert, qui m'a fait littéralement passer des nuits blanches à le lire, c'était Tolkien. C'est ce qui m'a permis d'avoir 20 au bac français, vous l'aurez pas, hein, c'est uniquement parce que la personne qui me faisait passer, le monsieur qui me faisait passer était fan de Tolkien, donc c'est comme ça qu'on s'en est sorti. Mais bon, bref. Et là, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas lu un bouquin en entier. Non mais c'est idiot, hein. Il y a des gens qui vont se dire mais purée, c'est quand même la base. Bah non, je prenais pas le temps, j'avais toujours mieux à faire. Et puis pour moi, lire, il faut une abstraction, il faut un calme ambiant, il faut pouvoir se plonger dans sa lecture sans se dire qu'on va être interrompu dans 15 secondes. Quand on a des enfants, encore une fois, c'est compliqué, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai redécouvert le plaisir de la lecture. Et alors je me suis donné l'objectif. Alors encore une fois, on n'aime pas, mais il se trouve que moi, à l'adolescence, j'avais adoré. Je me suis donné l'objectif de lire cet été quasiment l'intégralité des livres de Amélie Nothomb. Voilà. Alors, encore une fois, je suis pas en train de vous dire que c'est l'auteur du siècle. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est rapide, c'est efficace, ça me parle. Bon, bref. Donc, j'ai déjà lu Une forme de vie. J'ai déjà lu ensuite... Les aérostats, oui, je pense qu'on le dit comme ça. J'ai ensuite lu Soif, hier, et à chaque fois, je l'ai lu en une fois. Enfin, je l'ai lu en une fois, alors Froufrou est ravi. Je m'installe sur une chaise dehors, ou alors, quand il pleut pas,
Ou alors, je m'installe dans mon lit, alors il se colle sur moi, il est ravi, je sirote mon café en lisant, et alors là, bonheur absolu. Donc j'ai un chat qui ronronne sur mon ventre pendant que je bouquine. Et vraiment, mais quelle joie. Monsieur Robert, j'ai lu le bouquin que vous m'avez filé, hein, donc Éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell. Très très bien, j'ai beaucoup aimé. Alors, vous avez vu que Monsieur Robert connaît ma capacité de lecture, donc il a quand même visé un petit ouvrage. Donc je l'ai bouffé en 2 secondes, hein, celui-là. Donc je vous le rendrai, évidemment, Monsieur Robert. Et la suite, c'est le livre des sœurs, Premier sang et Nostalgie heureuse. Pardon. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je me suis juste fait le défi de lire tout Amélie Nothomb cet été. Enfin, poser le défi de lire tout ça. Je n'ai même pas regardé les 4e de couverture, rien du tout. J'ai même pas regardé si ça avait eu des prix ou quoi. J'ai décidé, parce que à l'époque, j'avais lu Stupeur et tremblement, Métaphysique des tubes, Hygiène de l'assassin. Et encore, j'en ai pas trop de souvenirs, si ce n'est que j'avais adoré. Donc, j'ai commandé au pif. Je suis allée chez mon libraire, je lui ai dit, alors, vous avez quoi? Il y en a du temps à rattraper parce qu'elle est quand même assez prolifique, la dame. Donc, bon, écoutez, moi j'ai bien aimé, donc je vous encourage à les lire ou les relire si vous les avez déjà lus. Et vraiment, pur bonheur que de redécouvrir cette extase de la lecture où on s'abandonne pendant l'espace d'1 heure, 2 heures à vraiment un truc pas productif, hein, juste productif pour soi, pour le cerveau, pour bon, voilà, un vrai bonheur. Je tenais à vous en faire part quand même. Attaquons donc les questions, parce que j'en ai eu, alors pas pléthore, hein, on va pas se mentir, j'en ai pas eu pléthore, mais j'en ai eu. Et bah déjà, je vais prendre le temps d'y répondre, et sait-on jamais que ça va me prendre du temps. Hein. Commençons, alors vraiment aucun ordre, hein, peut-être l'ordre chronologique. Commençons par une première question de, je pense, Bénédicte. Je vais peut-être pas lire vos blazes à chaque fois, vos pseudos, etc., mais enfin, elle se reconnaîtra. J'avais une question, lorsque l'on met des nématodes, je crois que c'est le nom, oui, tout à fait, pour lutter contre les moucherons, que deviennent ces nématodes? Ne risque-t-on pas de remplacer un nuisible par un autre? Alors, il y a plein de gens qui se posent cette question. Alors moi, c'est un truc que j'ai très peu fait. Hein. Alors les moucherons, c'est les moucherons de terreau, c'est les aleurodes, dont le stade larvaire, alors la mouche adulte en elle-même n'est pas très gênante, mis à part que franchement c'est pas très agréable d'avoir 8 milliards de petites mouches qui se baladent au milieu de nos plantes, mais c'est la larve en fait qui est problématique, c'est-à-dire l'aleurode vient pondre ses œufs dans la terre, la larve va se développer et va se nourrir des petites racines naissantes de nos plantes. Donc s'il y en a trop, bon, bah forcément la plante va dépérir. Donc une des méthodes de lutte contre les aleurodes, c'est effectivement d'inoculer dans le terreau ce qu'on appelle des nématodes, qui sont des nématodes. C'est des petits vers en fait. C'est des petits vers qui vont se nourrir des larves d'aleurodes ou des œufs. Je crois que ça bouffe les œufs aussi. Alors, les nématodes sont absolument inoffensifs pour nos plantes. Le côté triste de l'histoire, si vous voulez, donc c'est là que c'est un peu de l'exploitation, hein, c'est que tant qu'il y a des larves d'aleurodes et des œufs, les nématodes vont faire miam miam et ils vont être très contents. Et puis tout simplement, quand il y aura plus de larves de nématodes, à la marge, ils vont pouvoir se nourrir un petit peu de protozoaires, d'êtres vivants unicellulaires dans le terreau, mais très vite, en fait, ils vont mourir de faim. Donc en fait, ça va rien faire. Éventuellement, ça va fournir un peu d'engrais naturel, organique à vos plantes, mais en fait, ils vont décéder. Ce qui fait que les nématodes, parfois, faut réinoculer plusieurs fois si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de votre infestation d'aleurodes. Va falloir y revenir plusieurs fois. Mais non, il va rien se passer si ce n'est que les pauvres nématodes vont crever, quoi. En fait, voilà. Donc bon, là, je vous laisse libre de votre de votre jugement pour décider si c'est bien, pas bien. Voilà, mais en tout cas, vous n'allez pas faire de mal à vos plantes, hein, pas du tout. Pas du tout, Bénédicte. Deuxième question. Alors, c'est Binou. Binou, je crois pas qu'elle m'ait mis... je pense que c'est une femme, j'en sais rien. Peu importe, d'ailleurs, vraiment, on s'en fout. J'aurais juste une question. À quel moment on décide de dire... Tes racines sont bien, tu vas retrouver les copines dans la terre. Donc, en fait, elle parle des plantes mises à raciner en eau ou en pont. Et le moment où on fait la bascule en terreau, ça c'est toujours le truc critique quoi. Alors Sauvan, c'est pas moi, hein. Sauvan disait que quand on était en eau,
passer directement en terreau, effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que quand les plantes développent leurs racines en eau, elles développent ce qu'on appelle des racines hydriques, de type hydrique. Alors, je sais pas si en botanique et en physiobotanique, c'est vraiment un terme validé, mais disons que elles n'ont pas à se contraindre à un substrat abrasif qui est la terre, elles n'ont pas à se contraindre à un tas de choses, l'absorption se fait par diffusion directe dans un milieu hydrique, ce qui fait que ce sont des racines extrêmement molles, extrêmement fragiles et extrêmement sujettes à la pourriture, si on les confronte à un milieu type terreau. Et donc c'est pour ça qu'en fait il faut amener la racine à générer une sorte de bois qu'on appelle le cambium. Bon bref, il y en a aussi sur les racines. Vous voyez bien qu'une plante que vous déracinez qui était en terre, il y a une partie qui est rigide sur ces racines. Il y a des petites racines terminales, des coiffes qui sont très tendres, mais le reste de la racine c'est couverte d'une sorte de bois protecteur qui empêche la moisissure, l'entrée des champignons, etc. Quand vous sortez une racine de l'eau, les racines sont totalement molles, comme les petits doigts fripés d'un nourrisson à la naissance, vous voyez. Et donc du coup, vous foutez ça en terre, tout rentre dedans et ça peut moisir à tout moment. Donc en fait, c'est pour ça que moi, ce que je fais, c'est que je fais raciner en eau. Je suis en train de réfléchir à d'autres trucs en même temps. Je fais raciner en eau. Après, je passe en hydropassif, ce qui est un stade intermédiaire, c'est-à-dire que la racine doit aller chercher quand même un petit peu l'eau. Elle doit se frotter quand même un substrat minéral, donc c'est pas juste de l'eau, hein, c'est pas aussi smooth, et donc elle va un petit peu se durcir, on va dire, mais bon, pas de ouf non plus. Et puis ensuite, Sauvan disait qu'il fallait laisser apprendre les plantes à sécher, c'est-à-dire l'hydropassif, faut pas d'un coup sortir d'un truc complètement plein de flotte et mettre en terreau, ça va pas marcher. Il va falloir laisser sécher de plus en plus le substrat minéral, pour que la racine se fortifie un petit peu, s'adapte à cette déshydratation et du coup crée une sorte de gaine un petit peu en bois, en cambium, pour se protéger de la déshydratation. Et quand elle a commencé à se renforcer un peu, là vous pouvez passer en terreau. Mais il y a un risque non nul, est-ce que ça ne se passe pas bien? Donc il faut quand même vachement surveiller une plante que vous avez passé de l'eau à l'hydropassive au terreau, ou de l'eau au terreau, encore pire. Bon, après il y a des plantes qui s'y font très bien, mais bon, c'est quand même un sacré trauma quand même pour la plante. Après il y a des gens qui disent, quand vous faites raciner en eau, c'est pas à la sortie de la première racine qu'il faut passer en terreau, faut attendre qu'il y ait quand même des racines secondaires, parce qu'en fait le système racinaire c'est des racines principales qui ensuite partent en racines secondaires, puis tertiaires, etc. Il faut au moins attendre des racines secondaires pour passer en terreau. Voilà, chacun son ders. Après, il y en a qui font des boutures directement en terreau, comme ça, il n'y a pas de problème de transition. C'est dur à dire, hein, franchement, là, comme ça. Et puis, alors, vous l'aurez pas, c'est quand même des techniques un peu artificielles, entre guillemets, et pour certaines plantes fragiles d'intérieur, il y a quand même un risque que ça foire. Après, c'est rattrapable, hein. Après, c'est rattrapable. Vous voyez que votre plante que vous venez de passer en terreau, elle commence à tirer la gueule. Vous la ressortez vite de là, vous la remettez en hydropassive, vous coupez les racines dégueulasses. Bon, il y a moyen de rattraper le tir, mais c'est vrai que c'est une question délicate. Il n'y a pas vraiment de bon moment. Alors c'est sûr que si de base, votre bouture qui est en hydro est pas très vaillante, si vous la foutez direct en terreau, ça semble peu probable qu'elle s'en sorte. Après je dis ça, moi je dis tout. Enfin vous voyez, j'en sais rien. Pardon. Puis ça va dépendre de vos conditions de température, de luminosité, tout le blabla habituel, vous savez. J'ai envie de couper ce spot. Il me casse les pieds. Je vais couper ce spot. Tant pis pour les effets de lumière. Ouais, j'aime mieux. Je sais pas pourquoi, j'aime mieux. Je trouve ça moins... Oh, ça m'a cassé les yeux, là. Question suivante. Alors, Leslie, qui me demande... Enfin, qui me dit, quoi. Alors, attends. Pour ta FAQ, as-tu toujours été prof d'SVT? Oui. Oui, bon là je compte pas les petits jobs étudiants, hein, mais oui, j'ai toujours été prof d'SVT, absolument. T'arrive-t-il de faire des échanges de boutures avec ton entourage? Avec des copines, des copines. Avec mes parents, pas grand-chose, parce que c'est vraiment pas des fans de plantes. Et alors justement, as-tu des proches qui partagent ton addiction aux plantes? Monsieur Robert, il a pas mal de plantes, hein. Il a pas l'air comme ça, mais si, hein. C'est d'ailleurs lui qui m'a un petit peu donné le virus il y a quelques années, hein. Bon, après, l'élève a dépassé le maître.
Mais je dirais, historiquement, je dirais que c'est Monsieur Robert qui m'a quand même donné l'envie d'avoir plein de plantes vertes chez moi. Bon, j'ai toujours un peu aimé, hein, faire pousser des patates, des machins, tout ce que je trouvais. Bon, ça a toujours été le cas, mais à ce point, vraiment, je dirais que ma source d'inspiration première était Monsieur Robert. Incroyable, hein. Après, mes parents sont pas spécialement férus de plantes. Mon grand-père paternel avait un très beau jardin, Papy Gilbert. J'en ai parlé aux élèves, c'est pour ça que je me permets de le dire. Avait un très beau jardin, était fan de cactés, il avait une super collection de cactés. Mais moi, à l'époque, j'étais pas trop sensible. Enfin, j'aimais bien la nature, mais j'étais pas spécialement sensible à la culture des plantes. Après, j'ai toujours vu mon père jardiner, j'ai beaucoup vu ma mère tronçonner les plantes, parce qu'elle aime bien quand c'est... Vous voyez, un carré, hein, il s'agit pas que ça déborde. Donc, bon, j'ai toujours un peu vu mes parents jardiner, mais eux, les plantes d'intérieur, pas du tout. Enfin, c'est 3 orchidées qui se battent en duel qu'on leur a offert à des occasions, et puis voilà, ça s'arrête là, quoi. Après, j'ai une voisine qui aime beaucoup les plantes d'intérieur, avec qui on fait quelques échanges. Bon, j'ai développé des copains plantes type Jérôme, avec qui nouvellement je fais ça, mais et puis de temps en temps, j'ai des amis qui passent à la maison, des collègues, etc. Et quand ils voient tout ça, ils se disent ouais, cool, je peux en avoir une bouture pour essayer. Voilà. Ah, et j'ai mon pote Florian aussi qui est paysagiste et qui kiffe à chaque fois qu'il vient. Et l'autre jour, il est reparti les bras chargés de boutures. Il était tout content et il les a mises chez lui parce que lui, c'est plus les plantes d'extérieur à la base, mais c'est quand même un ouf de plantes et du coup, et en plus c'est son métier, donc il était hyper content. Vraiment, c'était Noël, quoi. Il a fait son marché, il est allé avec ses petits ciseaux. Je dis vas-y, tu prends tout ce que tu veux. Ah, trop bien. Ok, vraiment, il est reparti avec un sac plastique entier de boutures, c'était trop cool. Mais voilà, donc non, c'est vraiment mon petit dada à moi, quoi. Et ça commence à se transmettre aux gremlins, donc ça, je suis assez contente. Alors, ah tiens, Monsieur Jérôme. Alors attention, préparez-vous, parce que Monsieur Jérôme, il m'a posé, mais trop de questions. Alors, il me demande comment fais-tu ton pain? Oui, parce que je fais mon pain maison. Enfin, quand j'ai le temps, attention, hein, ça m'arrive d'acheter du pain industriel, mais j'aime pas trop. Et j'ai la flemme d'aller chez le boulanger, donc je fais mon pain. Et alors, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo recette du pain, où je vous filme les différents aspects, et puis éventuellement j'explique ce qui se passe, parce que je peux aussi expliquer d'un point de vue biotechnologique ce qui se passe, biochimique, car c'est un produit transformé, biotransformé le pain. Alors pour répondre rapidement, je le fais complètement à la louchasse. Je ne peux pas vous donner le moindre grammage, je ne peux rien vous dire de tout ça. Alors moi ça me fait toujours penser, je vous passe les détails, mais j'étais en partie élevée par des Marocaines. Et je me souviens de Zora qui disait un truc, je crois qui n'est pas partagé dans tout le Maghreb, mais ton œil est ta balance. C'est-à-dire que vraiment, Zora qui cuisinait comme une reine, c'était extraordinaire ce qu'elle nous a mangé. C'était quand j'allais chez mes grands-parents, hein, c'était même pas ma petite enfance à moi, mais à chaque fois que j'étais en vacances chez mes grands-parents, c'était Zora, bon bref. Et Zora nous laissait rentrer dans sa cuisine quand on lui demandait, moi je lui demandais à l'adolescence c'est quoi tes recettes et tout, elle disait ah vas-y viens. Et vraiment elle était infoutue de me dire le moindre grammage et tout, fallait juste que je la regarde faire. Et je fais exactement pareil avec mon pain, c'est vraiment c'est à l'œil, c'est au pif, c'est à la texture, c'est à l'odeur, c'est à tout ce que vous voulez. Je peux pas vous donner de minutage, je peux pas vous donner de rien du tout. Si vous voulez, je vous montrerai en vidéo si ça vous intéresse. Jérôme dit-le moi et puis les autres dites-le moi. Si vous voulez que je vous montre ma recette de base que je peux décliner à toutes les sauces, eh bien allons-y. Et vraiment, je fais ça dans un four électrique pourri, hein. Donc n'importe qui est capable de le faire chez lui. C'est vraiment le four d'étudiant. Vous voyez, il y a une mini plaque. Bon. Et j'obtiens du pain très bon et mes enfants s'en régalent. Donc il n'y a pas de problème. Question suivante. Toujours, Monsieur Jérôme. J'aime trop tes bijoux, tu les achètes où? Et alors, t'es pas le seul à m'avoir posé cette question. Attends. Ah purée, je suis désolée, je retrouve pas. Pourtant, je croyais avoir fait des captures d'écran de tout. Attends. Ah, j'en ai 2 autres qui se baladent là. Non, je suis désolée, je sais plus qui m'a posé la question, mais je sais que quelqu'un d'autre m'a dit j'adore tes bijoux, machin. Alors, j'ai pas une marque de bijoux en particulier, pas du tout. Mais il se trouve que je glane notamment des boucles d'oreilles, parce que les autres bijoux, c'est pas la false, mais les boucles d'oreilles, c'est vraiment un truc depuis que j'ai les oreilles percées, c'est-à-dire depuis que j'ai 15 ans. Ouais, j'ai dû me faire percer les oreilles. Alors à chaque fois, je me suis fait percer les oreilles complètement à l'arrache sans l'autorisation de mes parents, c'était...
Un jour, je vous raconterai dans quelles conditions je me suis fait percer les oreilles. Bon, alors maintenant, j'ai en plus des écarteurs, hein, ce qui fait la joie de mes élèves, ou le dégoût. Et donc, je porte des boucles d'oreilles, ça fait un paquet de temps, et je les collectionne depuis un paquet de temps. Donc, toute occasion d'acheter des boucles d'oreilles est une bonne occasion. Mais alors, souvent, ce que je fais, c'est que je les achète dans des petites boutiques, pendant les vacances, chez des petits artisans. Alors, celle-ci, par exemple, je vous donne un exemple. Celle-ci, que Jérôme aime beaucoup, je crois, et moi aussi, je les aime beaucoup, je les porte tout le temps en ce moment. Donc, c'est des gouttes en verre, hein, toutes bêtes. Je les achète chez une petite nana qui fait des boucles d'oreilles sur mon lieu de vacances en Bretagne, qui s'appelle, donc c'est à Tréberdin, et je connais pas le nom de sa boutique, mais il y a une nana qui fait des bijoux, elle a une petite boutique qu'elle ouvre sur les périodes de vacances, et à chaque fois je me régale d'aller acheter une paire de boucles d'oreilles chez elle. Donc d'année en année, hein, au bout de 38 ans, vous vous doutez bien, enfin un petit peu moins du coup, j'ai accumulé une sacrée collection de boucles d'oreilles. Je sais pas si ça a un nom, la collectionnite aiguë de boucles d'oreilles, mais j'en ai beaucoup. Alors j'en ai aussi beaucoup que je mets pas, hein, mais ça me prend par moment, j'ai envie de les remettre, donc je les garde toutes. Alors je vous incrusterai éventuellement une petite image de l'endroit où je les mets. Ne faites pas gaffe, il y a des sortes de projections au mur, c'est des projections d'engrais, faut pas poser la question. Mais j'ai des copines qui viennent à la maison et qui vont dans mes toilettes, parce que c'est sur un des murs de mes toilettes, elles sont là, ouah, t'as trop de boucles d'oreilles, c'est incroyable. Et encore, vous n'aurez pas vu le quart, les meufs. J'en ai vraiment beaucoup. Mais je les porte par crise, hein, c'est comme tout. Donc peut-être qu'à un moment, je me lasserai de celle-ci et j'en mettrai d'autres. Mais ouais. Merci Jérôme, et puis ouais, j'adore les boucles d'oreilles, quoi. Alors, continuons. Alors, attendez, j'aime trop tes bijoux, tu les achètes où? Ah, autre question de Jérôme, continuons. Il y a le feu, tu te sauves... Alors non, pardon, je la refais. Il y a le feu, tu sauves quelle plante? Après les autres êtres vivants, bien sûr. Oh, ben, j'en sais rien, dis donc. Alors franchement, honnêtement, je pense que par dépit, ne pouvant choisir, je les laisse toutes cramer. C'est horrible, hein, mais... Parce que si j'en prends une plutôt qu'une autre, la plus proche de la sortie, je sais pas. Je sais pas. Je les aime toutes. Je les aime toutes. Pourquoi en sauver une plus que les autres? Autant les laisser toutes cramer. Bah vraiment, j'ai aucune idée. Oh, spontanément, je dirais la Monstera Deliciosa, toute bête. Mais elle est tellement énorme, c'est vraiment pas un choix judicieux. Je vais finir en yakitori avant d'avoir compris comment. Non, je pense qu'en fait, vraiment, l'accumulation fait que je peux pas choisir et que du coup... Et puis, il y a pas une plante que j'aime d'amour plus que les autres. Oh, je les aime toutes. Là, je suis en train de faire le tri dans ma tête. Est-ce que j'ai une plante d'intérêt affectif particulier? J'ai du mal à répondre à cette question. Bon, allez, je sauve une de tes boutures que tu m'as offertes. Celle de ta grand-mère. Je prends le philodendron inconnu. Voilà, je prends le philodendron inconnu. En plus, elle est facile à transporter, je fais floup. Oh, mais mes poissons, qu'est-ce que j'en fais? Ils vont bouillir? Ah non, non, mais franchement, c'est mon angoisse de vie, ça, c'est qu'un jour, il y a un incendie chez moi. Enfin, rapport au vivant, quoi. Juste, parce qu'à la limite, les dossiers administratifs, les photos, bon, bah, c'est du matériel. Les bols japonais, les trucs, bon, ça se rachète. Mais les plantes, ouah, et les animaux. Ah non, mais déjà, je sauve ma peau et celle de mes enfants, et puis on est... C'est vraiment un vrai drame, hein, vivre un incendie. Alors moi, j'ai jamais vécu ça, mais j'ose même pas imaginer le traumatisme que c'est. Bon, bref. Oh, mais c'est glauque comme question. Alors ensuite, nous avons... Ah ouais, alors attends, parce que là, c'est une personne qui m'a écrit sur Instagram. Et ben du coup, je sais plus son nom. Flûte, en plus elle est trop mignonne. Mais sur YouTube, elle me dit qu'elle m'écrit avec le compte de son mec. Donc je vais pas lui dire son nom, mais voilà. Alors, ah oui, alors... Et en plus, c'est une question qui m'a été posée plein de fois. Donc du coup, je vais y répondre en une seule fois. Mais elle me l'a posée et d'autres me l'ont posée. C'est quelle est cette plante? Et pourtant, je l'ai dit, hein. Mais quelle est cette plante à côté de ton aquarium incroyable, alors qu'il se casse la gueule complètement, mais parce qu'en fait j'ai compris pourquoi. Hein. C'est la plante rose.
C'est la plante avec les splash roses. Alors j'en avais déjà parlé dans une vidéo. C'est-à-dire je l'avais commandée sur un site de plantes qui est Bouturé moi, je crois bien, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un super site. Et je m'étais dit, ouais, c'est photoshopé, c'est sûr, elle est pas comme ça et tout. Bah, donc c'était une toute petite, hein, là maintenant elle a bien grandi, mais c'était une toute petite plante. Et vraiment, en fait, c'était pas du tout du Photoshop. Elle a vraiment des splash roses, je vous jure, c'est pas une blague, quoi. Elle est vraiment rose pétard comme ça. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est quoi cette plante, elle est trop bien. Alors, c'est un Alternanthera cardinalis, parce que je suis infoutue de retenir son nom. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, là, récemment, oh là là, c'est encore vachement bien organisé, cette histoire. Attendez que je retrouve ce commentaire. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé ce que c'est que cette plante magnifique. Ah, purée. Bon, bah, je vais pas le retrouver, mais il y a quelqu'un qui m'a dit c'est une plante d'aquarium. Alors, effectivement, c'est une plante semi-aquatique, donc on peut en fait totalement la cultiver en hydro, full hydro, quoi. Et en fait, est-ce que c'est de la même famille que les... Attendez, vraiment, faut que je révise ma liste, hein, c'est pas possible. Mais je suis nulle, j'ai fait des captures d'écran et vraiment, mais à aucun moment j'ai bien fait les choses, quoi. Oh là là, faut que je retourne dans les commentaires. Bon, bah je retrouverai pas parce que je suis vraiment une crotte. Vous avez le droit de me juger, hein, voilà. Bon, la personne en question me demandait est-ce que c'est de la même famille que l'irésine. Alors, une irésine, j'en ai une également. Attendez, je vais la chercher. Attendez, celle-ci, je la repose parce qu'en fait, elle passe son temps à se casser la gueule. Donc, elle repose sur mon aquarium et il faut beaucoup l'arroser. C'était peut-être un signe, effectivement, que c'était une plante d'aquarium à la base. Donc, la question, c'était... J'attends même pas d'être devant le cadre, c'est super. La question, c'était, est-ce que c'est de la même famille que l'irésine? Alors, l'irésine, donc, j'en ai une. Elle est ici, hein. Alors, Herbsty, irésine, bon, bref, l'irésine sont comme celle-ci, de la famille des Chenopodiaceae. Alors après, dans les Chenopodiaceae, il y a tout un tas de plantes, mais c'est vrai qu'elles ont quand même quelques points communs dans le port et dans leur sensibilité à la déshydratation. Donc là, typiquement, la mienne, là, à force de se taper des stress hydriques, terme que j'expliquerai également dans le deuxième volet de mes vidéos jargon. Bon, elle a un peu perdu, elle est clairement en train de perdre des feuilles. Mais c'est pas grave, elle va se remettre. Mais en tout cas, ces deux-là, c'est des plantes qui ont vraiment besoin d'être très arrosées, très régulièrement. De toute façon, ça ment pas, hein, elles font comme ça. Dès qu'elles ont plus de flotte, vous leur remettez un coup de flotte et hop, c'est reparti, quoi. Et là, je vois quand même que celle-ci, là, à force que je lui fasse la blague, ça a besoin d'un rythme d'arrosage bien plus soutenu. D'ailleurs, je suis en train de me dire que vraiment, ces plantes-là, faudrait que je les passe en hydropassif parce qu'à mon avis, elles seraient bien plus heureuses. Parce que là, bon, ouais, il n'y a plus que l'ombre d'elle-même. Mais oui, c'est même genre Chenopodiaceae, donc voilà, mais au même titre que d'autres plantes qui n'ont rien à voir. Donc, c'est une large famille, les Chenopodiaceae. Voilà pour cette question. Et c'est là que je réalise que vraiment, je pense que j'en ai zappé plein. C'est un scandale. T'as le droit de faire une manif, la place de la République, c'est par là. Hein. Alors, une autre question. Alors ça, je crois qu'en fait, c'est une question bien plus vaste. Ouais, alors là, c'est Jogrun qui commente assez régulièrement. Qui me dit « J'avais vu une vidéo sur Instagram il y a quelques temps dans laquelle un plant lover mettait une goutte d'eau oxygénée dans l'eau de bouturage pour apporter de l'oxygène au tronçon à bouturer. Et paraît-il, cela faciliterait le développement racinaire. Qu'en pensez-vous » Mais tuto à moi maintenant, ça suffit. Non, je rigole, fais ce que tu veux. Mais moi, je te tutoie par contre. Alors je ne savais pas que l'eau oxygénée faciliter le développement racinaire parce que ça apportait de l'oxygène. Alors attention, l'oxygène, bon, alors effectivement le système racinaire a tendance à respirer là où le système aérien va faire de la photosynthèse, donc les racines respirent elles, donc elles absorbent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Est-ce que le fait de mettre de l'eau oxygénée, qui a quand même pas tout à fait la même formule que le dioxygène dans l'eau de bouturage, c'est vraiment pour ça. Moi, ce que je crois, par contre, enfin, moi, ce que j'ai toujours entendu et que j'ai moi-même jamais pratiqué,
mais c'est que l'utilisation de l'eau oxygénée permettait d'éviter la moisissure des racines, ou la moisissure des cuttings, ou la moisissure des tissus internes de la plante. Ça a un rôle antifongique, etc. Voilà, attention, faut pas se gourer dans les dosages. Hein. C'est aussi pour ça que je le fais pas trop. C'est ce que j'avais fait avec de l'acide salicylique. C'est l'éternelle blague de l'acide salicylique sur mes tubercules de caladium. Bon, le but, c'est d'éviter la pourriture et la moisissure. Après, est-ce que ça apporte spécialement de l'oxygène aux racines et que ça leur permet de mieux se développer? Je crois pas que l'oxygène soit un facteur limitant pour le développement des racines ou pas. Je pense que c'est plus une question d'hormones, hein, ce qui va accélérer le développement racinaire lors d'un bouturage. Après, est-ce que l'eau oxygénée joue dans les voies de biosynthèse des hormones, etc. Alors vraiment, je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, l'usage de l'eau oxygénée chez les fans de plantes, je l'avais plus vu pour limiter les attaques fongiques. Voilà, mon expertise s'arrêtera là. Je sens que tu vas être très déçu et que tu vas me le faire savoir. Sinon, Ah oui, alors aussi, autre question de Jogrun, d'un point de vue législatif, quid des feuilles et branches de plantes se trouvant au sol d'un magasin? Je dirais que même au sol, cela appartient au magasin, mais comme c'est un sujet fréquemment abordé dans les forums de discussion, alors là, je pense que légalement, effectivement, tant que c'est dans l'enceinte du magasin, ça ne t'appartient pas. Après, si le magasin sort ses poubelles, fait tomber des branches sur la voie publique et que toi tu passes par là et que tu la récupères, à mon avis, tu vas pas te faire arrêter par la maréchaussée, je vais me faire couper la chic. Mais en toute rigueur, même si je vais être totalement honnête, je l'ai déjà fait. Totale honnêteté là-dessus, je l'ai déjà fait. Dans les magasins de plantes, vous savez, il y a des gens qui passent, les fameux bourrins de la vie, hein, ceux dont j'ai déjà parlé, ils passent, ils regardent les plantes, sans le faire exprès ou en faisant pas vraiment gaffe, ils casse des trucs et puis ça tombe. Et parfois, miracle du direct, ça tombe même pas par terre, ça tombe dans un pot annexe. Vous savez, sur les petites cactées succulentes, les petites feuilles grasses là qui tombent, etc. Donc vous vous retrouvez avec un pied plus des boutures potentielles. Je vais le dire honnêtement, moi j'ai déjà vu ça, je me suis pas amusée à faire le tri, à ne prendre que le pied que j'achetais, j'avoue, j'ai récupéré le pied avec les petites feuilles et petites mini boutures qui étaient tombées par inadvertance dedans. Et ça va, on va pas devenir non plus angélique hein, sur les bords. Hein, bon, je pense que sur leur chiffre d'affaires, ça fera pas vraiment la différence. Après, aller volontairement récupérer des monceaux entiers de boutures tombées au sol dans les jardineries, bah déjà, je trouve qu'ils les laissent pas beaucoup traîner. Ils cleanent pas mal les choses en général. Je sais pas ce que dit la législation, à mon avis, ça doit être très propre. Ils doivent dire non, ce n'est pas votre propriété, vous ne l'avez pas payé en tout. Bon, voilà, bon, ok, d'accord. Après, il y a aussi un truc qui s'appelle le sens commun, quoi. Bon, bref. Mais oui, c'est oui, bon, bref. Ma réponse est parfaitement incomplète, je suis vraiment navrée. Pour en finir avec Jogrun qui me disait qu'il fallait soigner cette toux, je suis d'accord, mais je suis en plein dedans, mais ça va mieux, hein. Ça va mieux, mais c'est long. Elle m'avait demandé, c'était une question de son fils, mais je ne sais pas si c'était là, non, c'était dans un autre commentaire, parce qu'elle est très prolifique, Jogrun, elle met plein de commentaires, et elle disait que son fils était un peu outré, à nouveau. Bon, faut pas se vexer comme ça, mon garçon. Il était... bon, déjà, je l'avais traité de petit, bah, pardon, je savais pas son âge. Bon, il y a 13 ans, ça reste un petit, hein, désolé, j'en ai 38, hein, et ouais. Il se demandait pourquoi j'appelais mes enfants des gremlins, parce que quand même, les gremlins, c'est un peu des monstres. Bah écoutez, pour tous les propriétaires d'enfants si présents, ah, je vais encore me faire taper sur les doigts, hein, je sais, en disant ça, mais je fais de la provoque, ça va. Et... par contre, alors oui, alors sur cette chaîne, si vous aimez pas la provoque et le second degré, ça va pas le faire, on va pas être potes. Hein. Mais ben, je les appelle comme ça parce que, alors attention, je les appelle aussi mes dadous, mes biquettes, mais tout ce que vous voulez, je leur donne des petits noms doux, ouais, attention, mais c'est vrai que j'ai tendance à les appeler les gremlins parce que j'ai souvent eu j'ai souvent fait ce constat en étant maman, et ça c'est un truc terrible, terrible. Alors quand ça arrive en plus avec votre conjoint, c'est vraiment, c'est affreux, mais là je parle vraiment de parentalité, mais ils sont charmants, mais il est charmant cet enfant, mais formidable. Vous savez, vous allez à une fête, vous allez en extérieur, etc. Vous êtes au bout de votre vie tellement votre enfant
vous pompe toute votre énergie au quotidien, et là vous acceptez enfin une invitation à l'extérieur, vous y allez, et l'enfant se comporte mais merveilleusement. Mais là, mais le gremlin gentil, ouais, et tout le monde vous dit, oh mais t'exagères, il est adorable, de quoi tu te plains? Et là, bah là, limite vous culpabilisez en tant que parent, vous dites, bah c'est vrai, j'arrête pas de m'en plaindre, mais enfin bon, là c'était super. Vous fermez la portière de la voiture, vous fermez la porte de la maison. Nul ne sait ce qui se passe à l'intérieur d'une maison, mais dès lors que la porte est fermée, qu'il n'y a plus de public, mais là c'est le gremlins méchant, là ça part dans tous les sens, là c'est l'enfant que vous n'avez pas arrêté de dire à vos potes et à votre famille, mais je vous jure il me tue, je vous jure je n'en peux plus, machin. Mais le fourbe a caché son jeu en public, ouais, bon voilà, c'est ce côté poker face. Donc c'est pour ça que je les appelle mes gremlins. Parce que bien souvent, les gens les voient, après que j'ai passé des semaines à leur dire je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je vais commettre... J'exagère. Ah vraiment, c'est pas un mot à dire sur YouTube, ça. Peut-être le biper, bon bref. C'est une blague, bien sûr. Mais, vous voyez, et puis là, vous les amenez en société, là, ils sont nickel. Alors attention, ça marche pas toujours. Hein. Des fois, ils sont à leur image, et là, vous vous dites, justice, les gens voient enfin ce que je vis au quotidien. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à les appeler des gremlins. Parce qu'ils ont cette propension, alors le gremlins, hein, pour ceux qui connaissent pas le lore hein, autour des gremlins, c'est des petites créatures absolument mignonnes et poilues pendant la journée. Alors je me rappelle plus trop bien, mais c'est aux alentours de minuit, et surtout si vous leur donnez à boire de l'eau, enfin, si vous leur donnez à boire, il y a un truc comme ça, ils se transforment en monstres affreux et terribles. Bon voilà, bah écoutez, voilà, c'est pour représenter la duplicité des enfants. Mais alors attention, je dis la duplicité des enfants, mais les adultes sont bien pareils. Le nombre de gens, mais moi la première, hein, qui font bonne figure dans certaines situations est vraiment, une fois la porte fermée, une catastrophe. Bon, on est tous un peu comme ça, mais flûte, laissez-moi le droit de les appeler comme je veux déjà. Et puis, ben, je trouve quand même, et je suis pas la seule à l'avoir dit, que, enfin, je sais pas, les parents en commentaire, déchaînez-vous, hein, dites-moi, hein, mais vous avez jamais ressenti ce truc-là? Oh mais ils sont adorables tes gosses, arrête un peu, hein. Ah ouais? Vraiment, tu veux me les garder 15 jours? On en parle? Bon, bref. Voilà, donc c'est pour ça que je les appelle les gremlins. Mais c'est affectueux! C'est affectueux! Puis d'ailleurs, remarquez que bien souvent, l'illustration que je mets, c'est le gremlins mignon. Je sais plus comment il s'appelle. Il a un nom. Hein. Bon, bref. Parce qu'en vrai, je suis pas vraiment une fan du film Les Gremlins. Hein. C'est un peu de ma génération, mais je m'en rappelle plus du tout, quoi. Donc voilà, quoi! Hop! Alors ensuite... Voilà, attendez, j'en ai zappé. J'en ai zappé ou pas? Non, alors ça, c'est bon. Ça, j'ai répondu. Vraiment, je m'organiserai mieux la prochaine fois. Ah oui, alors. Auria, qui pareil, commente très régulièrement. Merci Auria, trop mignonne. Elle me dit... Je sais que c'est pas le sujet de cette vidéo, désolé les élèves. Oh ben non, mais t'excuses pas, dis donc, tu fais bien ce que tu veux. J'ai comme toi une poudre blanchâtre sur mes pots terre cuite, c'est du calcaire, point d'interrogation, et va manger ta sœur. Non, c'est pas du calcaire, mais enfin c'est indirectement lié à la présence de calcaire. En fait, c'est le fait que avec la stagnation de l'eau d'arrosage, etc., dans les pots de terre cuite, parce que ça se produit pas sur les pots en synthétique, en plastique, etc., l'accumulation des sels, il y a des sels minéraux hein, dans le terreau, quand on arrose, bah, ça s'accumule et ça fait des concrétions qui permettent le développement d'un champignon qu'on appelle le salpêtre. Et ça se développe d'autant plus que votre matériau est poreux, ce qui est le cas de la céramique, hein, et qu'il est surtout très humide. Voilà, donc le salpêtre, ça se trouve aussi dans des caves mal aérées, etc. C'est bon. Alors c'est pas très dangereux, hein, si vous avez des pots avec du salpêtre chez vous, vous allez pas vous mettre à tousser. C'est pas pour ça que je tousse, hein. Mais bon, évidemment, alors si vous vivez dans une cave au sous-sol dont les murs sont imbibés de salpêtre et dégoulinants de salpêtre, là c'est pas génial pour les voies respiratoires. Mais sur un pot, c'est pas trop grave. Alors si ce n'est que à terme, ça peut être quand même un petit peu relou parce que le salpêtre va finir par péter le revêtement, vraiment va finir par bouffer votre pot terre cuite.
Donc là, c'est un petit peu... Là, pour le coup, ça peut être préjudiciable. Et puis, à terme, il peut y avoir un effet de saturation du substrat, de la terre, qui fait que pour les racines de votre plante, c'est pas tip-top. Donc, en général, ce qu'on suggère dans ces cas-là, quand on a vraiment trop de salpêtre sur un pot, c'est de dépoter, bien nettoyer la terre cuite, bien la faire sécher. Alors, la nettoyer, qui au vinaigre, faut éviter les détergents trop forts, hein, bien sûr. Un bon coup d'eau bien chaude, hein, ça peut suffire. Et puis surtout, veillez au bon drainage de votre substrat, c'est-à-dire au fait qu'il sèche vite. Parce que qui dit salpêtre dit que le truc sèche pas assez vite. Bon, après, moi, je vous avoue, j'aime bien. Puis les pots terre cuite, j'aime bien quand ils sont un peu dégueux. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça un peu classe, un peu vintage, vous voyez. Bon, après, si vous avez des dégoulinures entières de salpêtre, là, faut quand même peut-être vous poser la question. C'est pas forcément génialissime, quoi. Tiens, un lapin. C'est marrant, elle se balade jamais là. Mais qu'est-ce qu'il te prend, Taïne? Bon, bref. Donc voilà, c'est du salpêtre, hein, c'est du salpêtre. Rien de bien grave, tant que ça prend pas des proportions de dingue. Ah, question, mais ça j'y répondrai, enfin tant pis, je vais y répondre quand même, parce que j'avais dit que j'y répondrais. J'y répondrai dans ma vidéo jargon. 2 ou 3, je ne sais pas. Pour votre FAQ, alors donc c'est Bénédicte, pardon, à nouveau Bénédicte. J'avais une autre question, voilà. Certaines plantes, comme les pothos ou ma Monstera deliciosa variegata, ont des gouttes d'eau au bout des feuilles. Pourquoi? Elles se portent bien, donc je ne pense pas que ce soit dû à un excès d'arrosage. Merci, bonne journée. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la guttation. Est-ce que j'en ai ici? Alors c'est génial, hein. C'est génial parce que j'en ai tout le temps. C'est-à-dire littéralement, ça goutte dans mon lit en permanence. Mais là, j'en ai pas sous la main. Donc peut-être je vous incrusterai une image. Donc c'est le fait que par la pointe de la feuille ou le pourtour de la feuille, parce que ça peut arriver à la marge aussi de la feuille, bah, la plante ait des petites gouttes d'eau comme ça qui perlent. Alors c'est pas un signe de mauvaise santé, hein, le fait que la plante gute comme ça, c'est tout à fait un phénomène naturel. Par contre, c'est quand même souvent indicateur d'un petit excès d'arrosage, mais c'est pas grave parce que justement la plante qui sait, entre guillemets, elle sait rien, mais qui est adaptée à être plutôt dans des milieux où il y a un séchage rapide au niveau des racines, et ben pour éviter que ces racines ne stagnent trop dans la flotte, elle va avoir cette capacité naturelle à extraire, évacuer naturellement, pomper l'excès d'eau au niveau des racines et l'évacuer par ses feuilles. Donc encore une fois, c'est ce qu'on appelle le phénomène de guttation, c'est tout à fait normal. Bon, a priori, c'est plutôt un signe de bonne santé de la plante, hein, dire que bah, elle écope en fait, elle écope. Alors, si ça arrive trop souvent, peut-être limiter un peu les arrosages pour ces plantes-là, mais enfin bon. Moi, j'ai des plantes qui guttent en permanence, elles vont parfaitement bien, donc j'ai envie de vous dire, tant que ça va bien, tout va bien. C'est nul cette conclusion. Mais donc c'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait normal. Alors, autre question de Jérôme. Si tu n'étais pas prof, tu aurais fait quoi comme métier? Ah si, initialement, j'avais pas choisi prof. Bah moi, initialement, j'étais partie sur quand même une idée d'un cursus de recherche, éventuellement. Je l'avais dit dans une autre vidéo, mais mon père rêvait que je fasse Dora l'exploratrice en haut de la canopée dans les forêts tropicales. Il se trouve que j'avais cette envie également d'avoir une vie un peu posée, de fonder une famille. De Gremlins. Et donc voilà, mais je crois que de toute façon, même si j'avais été chercheuse, j'aurais quand même donné des cours parce que vraiment j'aimais trop ça, quoi. Mais là maintenant, si j'étais plus prof, je suis vachement à me dire que je créerais bien une sorte de café, pas philo, c'est un petit peu ça. Une sorte de café, un endroit où les gens peuvent se retrouver, boire du café, évidemment, manger des pâtisseries si ça leur plaît, et puis discuter. Et puis éventuellement, ce serait plein de plantes et je ferais un petit peu de vente de plantes, un petit peu de discussion autour du végétal, autour de la nature, organiser des ateliers pour les scolaires, pour aller faire des sorties en forêt, expliquer des trucs. Enfin, je serais quand même un peu dans la transmission parce que c'est vraiment, moi c'est ça qui me fait kiffer, quoi. Mais qu'est-ce que je fous là, à votre avis? J'adore expliquer des trucs, c'est tout. Mais c'est mon kiff, quoi. En fait, je pense pas que je pourrais faire autre chose. Même si j'étais juste vendeuse de plantes, je pourrais pas m'empêcher de choper chacun de mes clients pour lui dire « Alors, vous savez, cette plante, si, ça, moi je vous conseille de truc, la relou, quoi !»
Si j'étais vendeuse chez Gamme Vert ou Jardiland ou je sais pas quoi, mais je me ferais virer direct. Je tiendrais beaucoup trop la jambe aux clients. Ce serait une catastrophe. Donc j'adore papoter, j'adore transmettre, j'adore la nature. Prof de SVT, ça me semble parfait. Hein. Ça me semble parfait. Donc voilà, je sais pas trop en fait. Là vraiment, si on me disait tu ne peux plus faire de transmission, tu arrêtes ce métier, il faut que tu fasses toute autre chose, ben, je serais bien dans l'ail. C'est moi qui vous le dis. Hein. Streameuse. Streameuse plante éducation. Bah non, c'est raté, j'ai pas le droit. Alors là, eh ben, à nouveau, quelqu'un qui me demandait le nom. Donc le quelqu'un, c'était Petit Loup qui me demandait le nom de cette plante magnifique. Alternanthera cardinalis. Si je l'ai bien dit, ce sera un miracle. Alors, question de Rosen, qui est arrivée récemment parmi nous, dans notre communauté. Je fais très secte. Et qui me dit, sur Insta, pour le coup, est-ce que c'est encore le bon moment pour essayer de mettre des caladiums, d'en mettre en culture, de mettre des caladiums en culture mi-juillet? Je ne connaissais pas du tout, mais j'ai vraiment flashé. Bah ouais, comme nous tous, hein, je pense. Alors écoute, mon expérience sur les caladiums date de cette année, donc vraiment, j'ai aucun recul, mais moi j'ai envie de dire, si tes conditions à l'intérieur de chez toi sont stables, s'il fait bon, s'il y a un bon éclairage toute l'année, parce qu'en général c'est ça, hein, on ne subit pas, enfin, sauf avoir un intérieur très peu chauffé, très peu isolé, etc., mais globalement, dans les intérieurs modernes, les conditions sont relativement stables. Donc, à condition d'avoir une bonne chaleur, une bonne humidité... Ça se voit que j'ai pas dormi cette nuit. Une bonne humidité et une bonne luminosité, moi, j'ai envie de te dire... en fait, un tubercule de caladium, à tout moment... en fait, il est en dormance. Pareil, ça j'expliquerai. Il est au dodo, quoi. Bah, si tu lui recrées les bonnes conditions, quel que soit le mois de l'année, de toute façon, tu crées des conditions artificielles. Donc, pour moi, il n'y a pas de souce. Hein. Je pense que tu peux tout à fait le faire. Puis, vu l'été qu'on est en train de se taper, enfin, en tout cas, moi, je parle du Mordor et de la moitié haute de la France, c'est pas... On est mi-juillet, mais enfin, on se croirait quand même un tout petit peu en novembre. Hein, donc, bon. Moi, je te dirais go. Allez, vas-y. Ça se trouve, c'est le pire conseil. Hein. J'en sais rien. Alors, est-ce qu'on finit par ça? Ce serait quand même très drôle. Eh ben oui, on finit par ça. La question de Monsieur Scar. C'est la fameuse question qui m'avait mise pas très à l'aise. Parce que je vous rappelle quand même que je suis professeure de l'éducation nationale et que j'ai un devoir d'exemplarité. Mais non, c'est pas que j'ai un devoir d'exemplarité. Je suis pas censée pousser... qui que ce soit à faire des choses répréhensibles. Donc voilà, c'est un petit peu plus ça. Mais j'ai tout à fait le droit de m'exprimer sur ma vie personnelle du moment que je nuance mon propos. Donc, je vous explique quelle est sa question. Il me dit, as-tu déjà consommé des plantes ou autres micro-organismes, entre parenthèses, sporophores, c'est extrêmement précis, interdites? Donc, grosso modo, est-ce que j'ai déjà consommé des drogues, hein? Donc, des drogues... des drogues de type... enfin, pas des drogues de synthèse. Des drogues de type végétal ou champignonesque. Hein, sporophore, je pense qu'il parle de champignons. Alors, je vais être absolument honnête, mais en fait, ça m'arrange parce que vraiment, mon expérience personnelle fait que c'est un bon message à passer aux jeunes. J'ai fait la bêtise, j'ai fait l'erreur... alors, vraiment, hein, j'ai fait l'erreur de le faire, étant plus jeune. Et... ça c'est même, je vais aller au bout de l'honnêteté, je l'ai fait plusieurs fois, mais pas tant que ça, parce que systématiquement, ça s'est très très mal passé. Alors non pas que humainement ça se soit mal passé, c'est-à-dire j'ai toujours, alors attention, hein, j'ai toujours fait ça entouré de personnes bienveillantes et non consommatrices, ce qui est une sécurité minimale à prendre dans ce genre de situation. Parce que vraiment, sinon ça peut vraiment être dangereux. Et c'est dangereux de toute façon. Et je l'ai systématiquement regretté, mais grand bien me fasse, parce que ça m'a rendu malade. Mais malade genre pas sympa. Je suis même pas passée par la phase que recherchent les personnes qui consomment ce genre de substances. Hein, c'est pas pour rien que c'est interdit. Mais voilà. Je suis même pas passée par la phase de high, comme on dit, hein, où ça va bien. Ça a été... mais expéditif. Et à chaque fois, mais c'est devenu une légende, hein, je ne suis pas capable
de prendre ce genre de truc. C'est-à-dire, même si je le voulais, vraiment, impossible pour moi, mon corps refuse. Alors après, j'ai creusé la question, je me suis dit, c'est quand même bizarre, à ce point-là, d'être allergique à ces produits-là. J'ai demandé à des amis chimistes et tout, parce qu'il se trouve que je suis également allergique à l'iode injectable. Je fais des chocs allergiques, donc type pour les IRM ou les scanners, j'ai toujours un doute entre les deux, bon bref. Et aux produits anesthésiants. Ça me rend malade, mais c'est une catastrophe. Je ne peux pas prendre par exemple de médicaments codéinés. Je vomis dans la minute, enfin, sans... désolée pour les détails, mais... Donc j'ai vraiment un truc avec certaines molécules. Et peut-être que les opiacés ou certains champignons possèdent cette même molécule qui me rend malade à l'extrême. Donc au-delà de l'aspect légal, qui est vraiment, bah évidemment, il ne faut pas faire ça, hein, on est bien d'accord. Moi, quand bien même, vraiment, pas du tout bon souvenir pour moi, aucun intérêt, ça m'a gâché les moments en question, et vraiment, je passe de bien meilleures soirées clean, on va dire. Puis vraiment, je parle d'un sujet qui remonte à... Donc ouais, vraiment pas, et ça a jamais été mon délire en fait du coup. Donc j'étais éventuellement entourée de personnes qui pour alors ah si quand même, je vais préciser ça, mais je vais couper et je vais revenir après parce que sinon 20 minutes. Je vais quand même témoigner d'un truc que j'avais trouvé vraiment pas cool étant plus jeune. Je m'étais retrouvée dans une soirée avec des gens qui visiblement consommaient beaucoup de ce genre de substances. Moi, vraiment pas du tout. J'avais fait le bilan en 3 coups. Hein, ça y est, j'avais compris que c'était pas pour moi. Hein, voilà. Et ces gens-là étaient sur le papier des amis, hein, qui étaient en soirée ensemble, mais attendaient la livraison de ce qu'ils comptaient consommer. Et bah pendant tout ce temps d'attente, ils ne se parlaient pas. L'ambiance était morose, mais c'était horrible. Et il leur fallait, pour devenir potes et passer enfin une bonne soirée, il leur a fallu leur dose. Alors moi, j'avais rien consommé, évidemment. En plus, je ramenais du monde en voiture, donc autant vous dire que j'avais vraiment rien consommé. Et j'ai observé, du coup, toute cette soirée de l'extérieur, et j'ai trouvé ça d'une tristesse. Mais d'une tristesse. C'est ce groupe de potes qui, alors, sur les réseaux, balançaient, etc. C'était waouh. En fait, moi, j'ai vu l'envers du décor, et j'ai vu pourquoi c'était si waouh. Et en fait, ces gens-là, tant qu'ils n'étaient pas sous dope, n'étaient pas capables d'être amis. Oh, je vous jure, mais ça me pince encore le cœur d'y penser. Et vraiment, mais moi, jamais de la vie, je veux tomber là-dedans, quoi. Donc, encore heureux qu'on peut passer des bons moments et avoir un cercle d'amis, je vous dis pas hyper vaste, hein, mais qu'on peut passer des bons moments sans avoir besoin de ça, quoi. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, bah c'est grande tristesse et c'est ce qu'on appelle l'addiction. Et vraiment, beaucoup de force à vous parce que au-delà de l'aspect sanitaire, vraiment, il faut arriver à en sortir un jour, quoi, parce que c'est trop triste, c'est trop triste. Bon, ouais, après, il y a plein de raisons qui poussent les gens à faire ci ou ça, hein. Je suis pas en train de juger personne, mais vraiment, je ne juge personne, mais... Donc voilà, donc pour revenir à cette question, oui, j'ai essayé, vraiment pas mon délire. Et vraiment pas bonne idée, et vraiment, je regrette, et... aucun intérêt pour moi. Voilà. Bon, bah écoutez... J'espère que tout le monde va pas me tomber dessus dans les commentaires. Que voulez-vous? Moi, j'ai toujours visé la carte de l'honnêteté. Donc, on me pose la question, je vais pas commencer à dire « Oh non, pas de ça pour moi !» Non, faut arrêter d'être hypocrite. Donc, je suis pas hypocrite. Mais vraiment, ne faites pas ça, quoi. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Pas pour rien que tout le monde vous dit de pas le faire. Voilà. Bon, bah ce sera ma réponse. Bon, on a fait le tour, hein, il me semble. Je suis vraiment désolée si j'ai oublié des questions. N'hésitez pas à me le faire savoir. Hein, c'est juste que éventuellement, au moment où je l'ai reçu, bah, j'ai pas pensé à faire la capture d'écran. Chose qui arrive. Si vous en avez d'autres, hein, allez-y. Moi, je vous réponds. Il y a aucun souci. Sur ceci. Ah oui. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez... Ah purée, ça commence à devenir dur ce petit jeu. Hein. Mettez capture d'écran en commentaire, c'est nul, je sais. C'est parce que j'ai sous les yeux plein de fichiers où il y a marqué capture d'écran, capture d'écran, capture d'écran. Donc voilà. Donc mettez capture d'écran en commentaire. Prochaine vidéo, je l'ai dit, promis, juré, une FAQ d'élèves. Peut-être même demain, c'est tout jamais, je ne sais pas. En attendant, je vais aller acheter du café. Prenez soin de vous.
Prenez soin de vos vivants. Bisous!